Bonjour à toutes et à tous, ici SmashFan83 sur la chaîne de SmashCoon. J'espère que vous allez bien, moi ça va, nickel. Et aujourd'hui, on va continuer Dragon Force avec le chapitre 9, si je ne me trompe pas. Mais normalement, ça devrait être le chapitre 9. Donc du coup, bon, pour ceux qui veulent savoir à propos de Spirit Skull Quest, l'arc 1, le premier arc, ça y est, il est terminé, voilà. Donc là, au total, il y aura eu 25 chapitres, 27 si on compte les deux petits chapitres bonus, là, il y en a eu deux, un sur Damiano et un sur Daiki. Et voilà, et là, il y a aussi un petit aperçu sur l'arc 2, voilà. En tout cas, là, je continuerai pas avant la fin d'année, donc au mieux, ça commencera en septembre, au pas mieux, enfin, au pire, ça commencera vers novembre-septembre. Mais en tout cas, entre septembre et novembre, je pense que ça pourrait commencer. Mais bon, là, on n'est pas là pour ça, on est là pour Dragon Force. Voilà, donc l'œuvre de Echo Blast. Donc, ça y est, il a sorti, ouais, c'est bien le chapitre 9, ouais, sorti il y a 4 jours. Nous, on avait lu il y a quelques semaines ou il y a un mois, je me rappelle plus, le chapitre 8, donc Serra était perdu dans une sorte de cave avec un peuple qui était dirigé par Théodore, Théodore le gros sadique. Et aussi, on a découvert un autre personnage avec qui s'appelle Xateim, voilà, la rédemption de Xateim, ça y est, rejoint les rangs avec Serra. Et aussi, ouais, le Médios à trois têtes, ah là là, des fois j'ai des trous de mémoire, tu vois, il y a des événements que je me rappelle et des événements que je me rappelle moins, je sais pas pourquoi, mais ça va être chiant à force, si je vais continuer d'écrire Spirit Conquest, pour l'instant ça va, mais plus il va y avoir de personnages, plus... Ouais. Bon allez, nous c'est pas grave, nous on va faire le chapitre 9, Souvenir de dragon. Voilà, avec une magnifique illustration. C'est la grotte d'Atikia, ça, non? Je savais pas que c'était en bord de mer ou en bord de lac, je sais pas, mais ouais, donc souvenir de dragon. Là, on voit les Méliosa, le Mélios torse nu à trois têtes. On voit Serra, on voit Xateim, et c'est tout. Et on voit un dragon à la... Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle, là, l'animé où il y a une dragonne rousse, là? Kobayaki-sama, là, je me rappelle plus, là, mais Maid, Dragon Maid, Kobayashi-chan, là, ouais, je crois que ça s'appelle Dragon Maid, je me rappelle plus, mais j'ai pas vu l'animé, ni lu le manga, mais ouais, ça me fait penser un peu à ce dragon-là qu'on voit dans le premier opening. Alors, chapitre 9, Souvenir de dragon, et ça dure, bon, là, j'ai tout mon temps, puisque ça dure 1 heure, et qui aurait 12 000 mots. C'est vrai que c'est plus que les 2000, 3000 mots des chapitres de Spirit Conquest, mais bon, c'est pas grave. Chapitre 9, Souvenir de dragon. Il y a eu 3 vues et il y a eu un petit commentaire. Bon, on le verra à la fin. Donc, je vais pas voter pour l'instant, je vais voter à la fin, ou quand le chapitre sera assez bien. Donc, nous allons commencer. Chapitre 9, Souvenir de dragon. Avant que mon combat contre le tueur monstrueux ne commence, Théodore recula vers l'entrée de l'arène en dégageant toujours un sourire accablant. Puis il coupa une corde par mon épée qu'il avait dérobée. Corde qui était juste à côté de l'issue et cela détacha une lourde grille qui scella l'entrée. À partir de ce moment-là, je n'avais plus aucune échappatoire et il n'y avait que moi face à mon adversaire. Je profitais tout de même de ce moment pour ranger les clés de la colonie refoulée. Dans une de mes poches, même si elle dans la colonie. Alors, je profitais tout de même de ce moment pour ranger les clés de la colonie. Ah oui, la colonie refoulée. Ah oui, c'est comme ça que ça s'appelait, le lieu où il y avait tous les habitants là. Ouais, dans la grotte là, ouais. Dans une de mes... Ah oui, j'avais complètement oublié. Putain, comment je peux oublier un événement pareil? Mais c'est pas grave. Dans une de mes poches, même si elle me semblait inutile à cet instant, avant d'essuyer cette minuscule coulée de sang sur mon nez, venant de l'entaille que m'avait fait subir Théodore. Quant aux frères Wirven, leur foie percé semblait se vider de sang et ils étaient toujours en souffrance, agenouillés en train de gémir de douleur, mais le chef de la colonie refoulée, non, enfin bon, je sais pas. Mais le chef de la colonie refoulée n'en prêta plus attention.
Finissons-en! Les Santiques sont des insectes que j'écrase un par un. Ah oui, c'est vrai que Théodore avait une grosse haine envers les Santiques. C'est bon, je m'en rappelle. C'est bon, je m'en rappelle. Euh, Alors que notre combat venait à peine de commencer, il se rua vers moi, les deux armes de ses mains, dont l'épée de mon paternel défunt. En revanche, je ne pouvais pas m'empêcher de reculer et de frayeur en étant désarmé. Mais quand Théodore était assez proche, mon opposant tenta de me donner un coup de machette latéral au niveau de mon torse. En vain. Malgré cela, il persévéra avec haine et ses attaques étaient si furtives que je ne pouvais à peine les prévoir. Je reculai de plus en plus, mais mon adversaire sanguinaire me donna un vif coup de pied dans le torse qui me fit trébucher et je dégringolai la tête la première vers le sol rocheux. J'étais atterri tout près des barrières froides, celles-ci qui renfermaient le dragon. À l'instant, il me semblait imbattable, car il était aussi puissant qu'Éric, le guerrier à Thorion, et aussi agile qu'Arcor au combat. Je cherchais à me relever en vitesse, mais à partir de là, il s'apprêtait à me faire subir un coup fatal. Maintenant adossé contre le mur et trempé par la sueur, je ne pouvais rien faire pour me défendre. Puis il leva les deux armes et leurs lames se dirigeaient en direction de mes deux yeux. Mais avant qu'il ne m'achève, un événement paranormal se produit. Les deux lames tranchantes s'arrêtèrent tout d'un coup à quelques centimètres de mes pupilles. Cela s'était produit grâce à la télékinésie de Xatéim qui venait à l'instant de revenir à lui. C'est quoi ce bordel? S'exclama Théodore d'une voix de plus en plus grave et menaçante. Il essaya de faire déplacer les armes par la force de ses mains, ce qui n'avait aucun effet. Mais il n'avait pas encore remarqué son futur traître se relever sans faire le moindre bruit. Enfin, pour sa prochaine attaque, le mage noir de peau prononça des mots que je ne pouvais pas comprendre, qui correspondent à une magie autre que sa télékinésie. C'est Golf, c'est Kilovite. Tout. Allez, on refait. C'est Golf, c'est Kilovite. Allez, c'est bon, c'est pas terrible. C'est Golf, c'est Kilovite. Alors, c'est Golf, c'est Kilovide, je sais pas comment on dit. Ouais, bah, j'ai essayé de faire un truc stylé un peu, mais bon, bah, si ça se dit pas comme ça, j'en sais rien. Mais ensuite, entre Théodore et moi, quelque chose se produisit. Une sorte de détonation se déclencha entre les paumes des mains de mon adversaire, puis deux minuscules explosions vives et flamboyantes se créèrent. Les mains du tueur en brûlèrent, et avec les explosions commises par Xatéim, il lâcha les deux armes qui s'envolèrent avant d'atterrir sur un tintement aigu non loin des triplés qui étaient toujours... Attends, ah c'est Lana. Euh, Non loin des triplés qui étaient toujours dans le même état qu'au moment où ils s'étaient fait poignarder. Mon ennemi, quant à lui, tenta de contenir la douleur intense qu'il ressentait au niveau de ses mains et il parut confus. Enfin, il regarda autour de lui jusqu'à apercevoir son complice. J'aurais dû m'en douter. Furtivement, il se releva, puis mon adversaire meurtrier s'éloigna de moi et sa course était évidemment en direction de Xatéim. Comment peux-tu me faire ça, espèce d'enfoiré? Eh, mais mon allié décida de passer à l'attaque une nouvelle fois et le mage enchaîna avec un sort de foudre, en citant une fois une multitude de syllabes, formant des mots que je ne comprenais pas. Si spila, Kopachit, sauf. Voilà, sauf que le chef de la colonie refoulée se ruait vers lui, deux éclairs très lumineux se formèrent autour des mains de Xatéim, et aussitôt, il projeta ses bras en avant comme un geste de lancer, puis ces deux éclairs s'agrandirent, et la foudre se dirigea vers Théodore à la vitesse de... Ah, en gros, c'est le tauron de Darren, quoi. Darren. Voilà. Mais ouais, en gros, Xatéim, c'est un putain de mage qui sait faire toutes sortes de magie. Hein. Alors, éclairs s'agrandirent et la foule se dirigea vers Théodore à la vitesse de la lumière. Les éclairs... Attends, ah oui, c'est bon, on avait lu... ouais, putain, des fois je me perds. Les éclairs touchèrent l'épaule de son opposant et son épaulière, qui était en réalité faite de cornes de Sentix, se détacha de son habillement. Zatéim tenta une nouvelle fois de déclencher sa capacité de foudre, mais le meurtrier parvenu à l'éviter de justesse. Tout cela passait si vite à mes yeux, mais malheureusement pour Xatéim, il n'eut à peine le temps de s'attaquer pour une troisième fois que Théodore monta encore plus en agressivité. Il frappa vivement son nouvel ennemi à la joue.
Alors l'utilisateur de magie chercha à se stabiliser grâce à la télékinésie, mais le chef de la colonie, lui, empoigna le cou de Xateim. J'ai cru te faire confiance, mais t'es aussi pathétique que tes ancêtres. Quoi? Mais qu'ont fait les ancêtres de Xateim? En y pensant, je profitais de ce moment dans lequel je n'étais plus la cible de Théodore pour aller chercher mon épée, inquiet pour mon nouvel allié que je refusais de perdre. Mais alors que je venais de la ramasser et que je me tournais vers les deux hommes en train de se battre, quelqu'un attrapa ma cheville. Aide-nous, ça fait un mal de chien. C'était la tête centrale des triplés qui se plaignaient de la douleur qu'ils ressentaient tous les trois. Chut, lâche-moi, lui soufflai-je. D'un coup brusque, je retirai de force mon pied de la main de Mélios et enfin il libéra ma cheville. Étonnamment sans broncher, mais toujours avec un air pitoyable. Ensuite, je devais faire face à Théodore, commençant, commençant à étrangler Xatéine qui était devenu trop faible pour pouvoir utiliser sa magie. Ah, là, ça devient intéressant. Là, ça devient intéressant. Là, je vote. Voter. Voilà. De toute façon, je comptais le faire, mais pour pouvoir utiliser sa magie. À ce moment-là, mon cœur batta de plus en plus rapidement en me rendant compte de l'ampleur de cette querelle. Je me faisais un sang d'encre pour le mage et en même temps, cela me faisait me remémorer ce souvenir dans lequel Mélios m'avait presque étranglé à mort. La journée même où cet étrange inconnu avait lancé un assaut sur le village innocent qui était Sémoraï, mais alors que j'étais ravi de tenir enfin mon épée qui m'était chère, je décidai de passer à l'attaque. En courant à toute vitesse vers l'ennemi des Santiques, je poussai un puissant cri de guerre avant que la lame de mon épée puisse transpercer sa chair. Il lâcha le cou de son ennemi, ce qui laissa place à des marques d'étranglement sur le cou de Xateim pour ensuite se concentrer sur ma personne. Ouais, pour ensuite me concentrer sur ma personne, voilà, ça c'est bon. À la vitesse de la lumière, il récupéra son arme ayant une couleur d'encre, puis il bloqua la lame de mon épée et nos deux armes entrechoquées formèrent un X parfaitement symétrique. Mhm. Tiens, ça pourrait peut-être m'inspirer un combat pour l'arc 2, ça, mais je dirais pas avec qui, hein. Il y aura Yagen, mais je dirais pas avec qui il y aura d'autres, mais puis il tenta de me donner un autre coup de machette, coup que je bloquai également, certes, mais avec beaucoup plus de difficulté. Ensuite, il eut un enchaînement de coups de lame qui se cognaient de façon brutale. Plus cet enchaînement durait, plus je perdais confiance en moi, remarquant que Théodore prenait l'avantage. Mais heureusement que Xatéim l'avait aussi remarqué, et malgré qu'il était mal en point, il releva la tête vers mon opposant et utilisa l'énergie qui lui restait pour déclencher son pouvoir sur l'homme monstrueux. Puis de façon... Ah, il y a une illustration, ouais. C'est bon. Il releva la tête vers mon opposant et utilisa l'énergie qui lui restait pour déclencher son pouvoir sur l'homme monstrueux. Puis de façon inattendue, le combat qui opposait moi et Théodore s'arrêta nettement une seconde à l'autre au moment où ce dernier stoppa son geste et qu'il laissa tomber son arme. Mais je décidai de ne pas l'attaquer en retour pour le moment, trop curieux de savoir ce qui lui arrivait. Mhm, d'accord. Mais à peine quelques secondes après l'arrêt de notre duel mortel, mon adversaire se mit à faire une sorte de cri. Je me rendis compte qu'il s'agissait d'une attaque de Xateim, qui exerçait sa force physique contre le crâne de Théodore. Cette folie venait de ce dernier s'intensifia et il hurlait de plus en plus fort en s'attachant à ses cheveux, puis il retira son masque terrifiant afin de respirer plus facilement. Malgré cela, du sang dégoulina de son nez, de ses oreilles et même de ses yeux qui ressortaient très légèrement de leurs orbites. Oh putain. Oh putain. Ouais, merde. Ah, Théodore, là, ça y est, là, c'est putain de sérieux, là. Ouais, là, c'est putain de sérieux, là. Ouais. Aidez-moi, mes yeux! Les plaintes de sa part me rendirent perplexe, le trouvant égoïste de demander de l'aide après toutes les atrocités qu'il a commises. L'homme souffrant continua de hurler de cette douleur, à l'apparence extrême, jusqu'à ce que les pieds quittèrent le sol par la puissance de la télékinésie de Xateim. Puis ce dernier lui annonça froidement
Tu n'es le chef de personne, Théodore. Enfin, il lui fit subir son coup de grâce simplement en lui faisant exploser la tête. Ah ouais, en mode, ouais, film d'horreur un peu nanar. Non, mais en vrai, c'est bien, hein, c'est... Pourquoi pas, hein, ouais. Des dizaines d'éclats de son crâne et de bouts de cervelle s'envolèrent à travers cette arène et du sang coula en continu euh, du peu de reste de sa tête. Son corps s'écroula instantanément sur la gauche et tout ce qu'il restait de sa tête n'était que sa mâchoire inférieure, deux globes oculaires posés sur la surface d'une large mare sanglante, ainsi que des centaines de gouttelettes de son sang qui avaient atterri sur mes vêtements. Au passage, Mélios et Nélio rièrent en éclats de la mort sanglante, contrairement à Olios qui ne pouvait pas s'empêcher de fermer les yeux, trop sensible pour cet homicide explosif. Mais malgré que j'étais ravi de voir mon ennemi vaincu par mon nouvel allié, Satéi me parut inquiet par l'acte qu'il venait de commettre, comme s'il culpabilisait pour Théodore. Alors je me ruai vers lui et je tentai de le rassurer en lui souriant. Satéim, vous l'avez fait, mais qu'est-ce qui vous arrive? Je posai ma main sur son épaule et je perçus qu'il tremblait comme une feuille. C'est la première fois que j'utilise ma magie pour tuer. Je ne devrais plus faire ça, même s'il s'agissait du plus grand meurtrier de l'histoire. Il leva la tête vers moi, toujours douteux. Écoutez-moi. Ah, il y a toujours une heure. Oh putain, on n'a toujours pas fini. Ah ouais, ça va être giga long. Mais on va le faire quand même. Même s'il s'agissait du plus grand meurtrier de l'histoire, il leva la tête vers moi, toujours douteux. Écoutez-moi, Théodore méritait entièrement ce qui vient de lui arriver. Il n'a aucune humanité et n'est pas digne d'un chef. Vous l'avez bien fait. En parlant, j'attachai mon épée à ma ceinture, là où elle était censée être en sécurité. Vous pouvez être fier de vous, Xateim. Il me souria enfin. Après nous avoir vu affronter le chef de la colonie refoulée, les triplés, quant à eux, essayèrent de relever, mais ils n'y arrivèrent guère, faute de leurs nombreuses blessures. Alors Mélios nous hurla: « Ne nous oubliez pas! Nous avons accompli des prouesses, nous aussi !» enchaîna Nélios. « Quelle prouesse ?» Le moment où on s'est fait poignarder, questionna innocemment Olios, le troisième triplé. Ensuite, ses deux frères lui cria de se taire, mais Xateim et moi tentâmes de les ignorer. Maintenant, il y a autre chose que je souhaite faire. Quoi donc? En guise de réponse, il passa directement à l'action. Tout d'abord, il marcha en direction des barreaux renfermant le dragon aux écailles vertes. Ce dragon mérite d'être libre. Vous êtes sûr? Je ne ferai pas ça à votre place. Mais je croyais que les dragons étaient les plus grands alliés des... Mais je croyais que les dragons étaient les plus grands alliés des Cintiques, si vous le dites. Et le dernier dragon que j'ai croisé avait tenté de me brûler vif sans raison. Ensuite, il devint perplexe. Non, les dragons sont des créatures intelligentes. S'ils s'attaquent, c'est qu'il y a forcément une raison derrière. Très bien, faites donc ça. Immédiatement après lui avoir autorisé de libérer la créature, il commença d'abord par éjecter un cadenas immense et rouillé par la suite. Monstre et rouillé, et par la suite, toujours avec sa magie, il souleva le grillage, puis il libéra de ses chaînes qui le retenaient. C'est après une quinzaine de secondes que le mastodonte, allongé et abattu, découvrit le chemin de sa liberté. Il leva la tête en direction de Xateim. Je remarquai que cette bête était hésitante, mais c'est en me repérant qu'elle se décida de se relever. Malheureusement, son manque de nutrition faisait que la créature avait du mal à se déplacer, et la voir comme ça me faisait de la peine. Malgré tout, je fis quelques pas à reculons, craintif. Ensuite, quand il était complètement sorti de la cage, je pouvais analyser dans son intégralité. Son corps était presque entièrement recouvert d'entailles et fines et sa queue et ses ailes imposantes traînaient sur le sol. Mais alors que la panique montait en moi le long de l'avancée du dragon, une voix résonna dans mon esprit. Mes craintes. Quoi? Cette voix était la plus grave que je n'avais jamais entendue et j'ignorais son origine. Vous avez entendu ça, cette voix? Quelle voix? Je n'entends rien du tout, affirma le mage. Mais contrairement à Xateim, les triples... les triplés, bien que mal en point, m'informèrent qu'ils avaient tous les trois entendu cette mystérieuse parole. Mais d'où est-ce qu'il peut venir? Voyons, jeune Chantique, c'est évident, regarde devant toi. De nouveau surpris par cette voix aussi phénoménale qu'inattendue, j'écarquillai les yeux et je regardai fixement devant moi et il y avait ce dragon. Je rêve, tu parles? Parler n'est pas le mot exact.
Pour être plus clair, nous, les dragons, sommes capables de communiquer à travers l'esprit des Santiques. En revanche, cet humain qui vient de m'a libéré ne mouille pas, mais j'aimerais le remercier. Mais alors qu'une infinité de questions se posaient dans ma tête, Milius, qui avait du mal à croire à cette apparition soudaine, intervint. Attends une seconde, c'est cette bestiole qu'on vient d'entendre? Une bestiole? J'attendrai de vous un peu plus de respect, le tricéphale. Un majestueux dragon se mit à grogner et la couleur de ses yeux rouges intensifia, mais je sens plus qu'à les intimider. C'est à nous qui parle, s'inquiéta Olios. Ne t'en fais pas. Hé, le dragon! Ah, c'est Lana qui ronfle. Voilà. Alors, ne t'en fais pas, frérot. Hé, le dragon! Hé, le dragon, viens te battre si tu oses. Misère, misère. Certains sentiers peuvent être si immatures, se plaigna le dragon affamé. Mais Xatéim, à qui je ne prêtais plus attention, devient de plus en plus confus par ce dont il assistait. Je crains de ne toujours pas comprendre. Que vous arrive-t-il demanda ce dernier. Puis-je me porter volontaire pour lui répondre brièvement. Xatéim, sachez simplement que le dragon me dit qu'il est très reconnaissant de votre aide. Ah oui? Cela me semble extraordinaire. Les dragons peuvent donc communiquer avec les Santiques. Et je hochai la tête en guise de réponse et je lui souriais. Quelques secondes défilèrent et la créature semblait ensuite se réjouir de sa liberté. Après toutes ces années, ce mage m'a enfin permis de pouvoir m'enfuir de cette colonie sordide. J'espère que mon grand frère est encore à la tanière. J'espère que mon grand frère est encore à la tanière. La créature majestueuse se dressa. Après toutes ces années, ce mage m'a enfin permis de pouvoir m'enfuir de cette colonie sordide. J'espère que mon grand-père est encore à la tanière. La créature majestueuse se dressa ensuite à moi. Au passage, je le sentis. Qui es-tu? Et d'où viens-tu? Je m'appelle Serra. Moi et les triplés sommes des citoyens de Périvaon. Pourriez-vous nous y accompagner? Ça peut paraître ridicule, mais je suis un Santique qui ne sait pas voler. Mhm. Ouais. Au passage, je ne sentis. Ouais, ça, je l'avais lu. Putain, mais pourquoi je me perds à chaque fois là? J'ai des trous de mémoire ou quoi là? Je ne sentis qui es-tu et d'où viens-tu? Ouais. Ah oui. Un Santique qui ne sait pas voler, ouais. À partir du moment où j'avais prononcé mon prénom, le dragon parut légèrement stupéfait, puis il prêta attention à mon apparence, comme si je lui rappelais quelqu'un, mais il reprit tout de même. Oh, bien sûr, je n'en vois pas l'inconvénient, Serra, mais premièrement, je souhaite offrir un présent à cet humain nommé Xatéim pour m'avoir libéré de ses chaînes. Offrir quelque chose à Xatéim? Ce dernier fit un petit sursaut dès qu'il se sentait concerné. Oui, pourriez-vous venir tous les 5 avec moi à ma tanière? Cela ne prendra que quelques minutes et je promets que je vous raccompagnerai au royaume de Périvalon sain et sauf. Mais que te raconte le dragon? Je n'ai pourtant pas rêvé, tu as prononcé mon prénom, coupa Xatéim. Eh bien, rien en particulier. Sauf qu'une chose, et c'est à ton sujet. Oh, putain, encore 1 heure. Oh putain, ça va être trop long. Mais c'est pas grave. Est-ce que je le fais en 2 parties? Est-ce que je le fais en 1 partie? Je vais essayer en 1 partie, tant pis. Je n'ai pourtant pas rêvé, tu as bien prononcé mon prénom, Kupaxateim. Eh bien, rien en particulier, sauf une chose, et c'est à ton sujet. Oh, alors si ce dragon a quelque chose pour moi, je suis preneur. Ensuite, les créatures se mirent à sourire, et dans mon esprit résonna un rire puissant mais chaleureux, puis le dragon reprit. Montez tous sur mon dos, ne vous en faites pas, le voyage ne sera pas long. Aussitôt dit, une des ailes du dragon se déploya, puis se dressa à mes pieds afin que nous puissions nous déplacer sur cette aile pour atteindre son dos. Bien qu'il était le seul à ne pouvoir entendre les fortes paroles du dragon, le mage doté de pouvoirs flamboyants avait tout de même compris là où la créature voulait en venir, et il fut le premier à grimper le long de l'aile verdâtre. Quant à moi, je lançai un regard vers les triplés et ils tentèrent toujours de se relever. En essayant de cacher leur souffrance, par malheur, les efforts de Mélios furent vains, et quand ils tombèrent sur leur torse, alors je me tournai vers eux, plus attentif et légèrement empathique. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? T'as l'air d'un con à me regarder de cette manière, à la Mélios, puis Xatéi m'adressa. Malgré qu'il ait ce comportement, nous ne devrions quand même pas l'abandonner ici.
Vous pensez que nous sommes que des faiblards, moi et mes frères? Grand frère, calme-toi, ils ne t'ont jamais dit ça, tenta de rassurer le gentil Olios. Ta crédulité me fait rire, en tout cas je m'en fiche de ce qu'ils pensent. Puis ils tentèrent une nouvelle fois de se lever d'un dernier grand effort, et ils réussirent enfin, et Mélios fêta cette victoire en hurlant joyeusement. Ouais, enfin! Ce cri résonna en écho une multitude de fois due à la grandeur de l'arène, mais à peine une quinzaine de secondes défilèrent et des tintements aigus commencèrent à se faire entendre, et cela correspond encore une fois à des bruits de pas. Enfin, par la grande porte d'entrée de ce lieu, un individu joufflu apparut. Ah, c'est Giovanni. Non, je rigole. Pardon, voilà, excusez-moi. Je pris encore quelques secondes pour me rendre compte que cette personne était le jeune homme innocent que j'avais rencontré il y a une dizaine de minutes de cela. Cette fois-ci, son visage était comme le mien, trempé de sueur, il avait l'air essoufflé, et en plus c'est un adulte, probablement, donc ça m'étonnerait que ce soit Giovanni, hein. Comme s'il venait de parcourir une longue distance sans s'arrêter. T'es qui, toi? Comme à son habitude, Mélios ne pouvait pas s'empêcher de brailler et tout, de brailler à tout va, et cela m'agaçait au point de me faire soupirer d'énervement. Du calme, Mel, c'est un allié. Ce type n'a effectivement pas une tête de méchant, ajouta Olios. Avant que l'humain ne remarque, il observa attentivement à travers les barreaux en quadrillage ceux qui l'entouraient, et c'est en commençant par le dragon que l'homme aux cheveux bruns poussa un cri d'angoisse avant de se réfugier hors de notre vue. Alors il devait de le rassurer de cette panique. Revenez! L'homme n'écouta pas mon appel et resta derrière la paroi de la zone de combat où nous étions. Après l'avoir rejoint, je ziotais tous les recoins des divers couloirs où il se cachait, en posant mes mains sur des barreaux horizontaux et jusqu'à l'apercevoir à ma gauche. Il haletait, ses bras et sa tête étaient contre la paroi et n'avait pas encore fait attention à moi, totalement effrayé par ce dragon. Tout va bien, c'est moi. Il se tourna vers ma personne, toujours stupéfaite, mais l'entrée de sa crainte s'évapora quand il me redécouvrit. Mais oui, c'est toi le scientifique, je suis navré si j'ai pris un long moment à te reconnaître. Ne vous en faites pas, et puis d'ailleurs, je vous promets que le dragon ne vous fera pas de mal. C'est en prenant attention à mes vêtements tachés de sang qui n'étaient pas de moi qu'il le demanda. Que s'est-il passé? J'hésitais à lui dire la vérité pendant un interminable instant, mais c'est alors que j'ai pris la décision de répondre à sa question par une autre question. Tout d'abord, que faites-vous là? Eh bien, je voulais simplement savoir ce qui se passait de votre côté, à vrai dire. J'ai vu des choses bien horribles sur mon chemin. Moi aussi, comment pourrais-je oublier ce que j'ai vu? Ensuite, il continua d'observer cet environnement et l'examina avec diligence les triplés puis les cadavres sans tête de Théodore, et c'est en découvrant ce corps ensanglanté qu'il devient bouche bée et sa bouche dessinait presque un cercle parfait. C'est vous qui avez tué le chef? Quand il posa cette question d'un air naïf, je me tournai vers Xatéi, mais nous nous échangeâmes un regard respirant la culpabilité. Après un long instant, l'homme muni de magie descendit du dos de la bête et il se rapprocha afin de tout avouer. C'est moi qui l'a tué. Je ne pouvais plus supporter tous ces crimes ignobles, mais je comprenais que vous m'en vouliez, révéla péniblement le jeune mage. Vraiment, pour être honnête, non, je ne vous en veux pas. C'est au dernier moment que j'ai découvert les horribles choses que Théodore cachait aux habitants. Il faut absolument que je raconte la vérité à son sujet. J'espère qu'ils me croiront. La salle de torture était interdite au public. Eh bien, toutes les preuves seront encore là pour l'éternité, mais vous devriez vous dépêcher de prévenir la population de la colonie refoulée. Attendez une seconde. Comment allons-nous vivre sans notre chef? À ce moment-là, une idée remplie de générosité me traversa l'esprit. Je commençai d'abord par sortir de nouveau les clés de ma poche de pantalon taché de sang encore humide et je présentai le trousseau devant l'homme bienveillant et je lui annonçai d'une manière très amicale: Tenez, allez prévenir les autres, mais surtout, soyez libres. De ce cadeau, les yeux du receveur avaient l'air pleins d'étoiles. Pour moi, il employa soigneusement le trousseau, puis il contempla. J'avais l'impression de lui avoir offert un trésor, tellement il semblait fasciné par la couleur dorée du trousseau. Mais en réalité, ce qui le rendait aussi heureux était sa liberté qu'il attendait derrière les 6 sorties de cet endroit, lui et les habitants de la colonie refoulée.
Mon Dieu, vous imaginez pas à quel point cela compte pour moi. Après avoir longuement admiré le trousseau, sa tête se tourna vers moi et je remarquai des larmes. Putain, il y a encore 1 heure. Oh, putain, ça dure 1 heure et demie, ce truc. C'est pas possible. C'est la moitié, là. C'est presque 1 heure. C'est... Ah ouais. Ou alors c'est un bug. Ou alors c'est un bug. Ou alors c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Il reste encore 1 heure. Ah, putain. On a commencé il y a une demi-heure. Putain, on est déjà à 1 heure. C'est 1 heure et demie, le truc. C'est pas possible. Oh, sa tête se... Ah, bon Dieu, vous y n'êtes pas... Après avoir longuement admiré le trousseau, sa tête se tourna vers moi et je remarquai des larmes de joie coulant le long de son visage. Merci, 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 merci infiniment. Je ne vous oublierai jamais, jeune Santique. Vous venez de changer ma vie. Je, je vais enfin pouvoir découvrir le monde qui nous entoure. Mille merci. Le voir de cette façon me rendait fier. Fier d'avoir positivement influencé la vie de cet individu. Pendant qu'il me parlait et me remerciait d'un nombre incalculable de fois, il se déplaçait à reculons jusqu'à atteindre un des nombreux couloirs menant autre part, puis il me salua une dernière fois avant de disparaître de ma vue. Il en fait des caisses pour des clés. N'importe quoi, se moqua Mélios avant de provoquer un ricanement léger. Mais je tentais de l'ignorer en levant les yeux du ciel. Nous devrions rentrer, je m'occupe du plafond, annonça Xathéim. De cette proposition, tout le monde se décala non loin des parois de l'arène, sauf les triplés qui semblaient totalement confus par ce qu'il allait se passer. Mais je cherchais à agir comme s'il n'existait pas. Comme pour sa première tentative, Xatéim plongea de nouveau ses bras vers les puits au plafond, nous séparant du monde extérieur. Euh, avoir inspiré, bon, il y a 2 fois avoir, mais bon, ça arrive. Inspiré calmement, il déclencha sa puissante télékinésie et un tremblement nous envahit sous nos pieds et au-dessus de nos têtes. L'intensité du tremblement avait pris tellement d'ampleur que certaines torches accrochées au grillage qui étaient entre les spectateurs et la zone de combat n'y pouvaient pas résister et se détacher des barreaux. Au plein milieu du processus, je jetai un regard sur le dragon qui semblait serein, puis les 3 frères qui, eux, au contraire, étaient totalement en panique. Par la suite, mon regard s'arrêta sur le mage dont les yeux commençaient même à briller, dû à toute la force psychique qu'il exerçait sur le puits. Après une vingtaine de secondes dans laquelle Xatéim dépassait toutes ses limites, assez de débris s'étaient détachés aux alentours du puits. Ensuite, ce dernier commençait enfin à s'arracher du plafond et d'un dernier effort de la part de mon puissant allié, il s'estripa pour de bon. Et quand la plateforme était en train de léviter au milieu de cet arrêt, Xatéim lâcha aussitôt et elle atterrit sur le pathétique corps de Théodore qui se transforma en un tas d'organes et de muscles aplatis. Mais quand il n'exerça plus son pouvoir, il tomba à genoux, les paumes des mains contre le sol granuleux, tout en haletant d'épuisement. J'ai l'impression d'avoir soulevé plus d'une centaine de kilos. Sa manière de parler, laissant un vide tous les deux ou 3 mots, renforçait le fait qu'il semblait abattu par cette tâche. Alors je m'empressai de venir lui donner un coup de main. Pour ce fait, j'enroulai son bras sur mes épaules afin de l'aider à tenir debout. Merci, Serra. C'est vous que nous devions remercier, Exatein. Vous avez fait un travail formidable. Il rigola ensuite dans la bonne humeur et enchaîna avec: Tu peux me tutoyer, tu sais. Mais Mélios, agacé par ce qui était pour lui une perte de temps, beugla. Qu'est-ce que vous êtes long! Et puis Xathéiste, Iste aura tout son temps. Alors je sais pas si je fais exprès, hein. Xathéiste, ouais, c'est drôle n'empêche. Xathéiste aura tout son temps pour se rétablir. Je m'appelle Xathéim. Ah, la ferme, c'est pareil, hein. Ah, plus merde, hein. Bon, allez, non. Non, je vais pas la sortir, ça. Les 2 frères de Mélios le regardèrent d'un air ennuyé, mais la tête centrale n'en prêta pas attention. Par la suite, il était enfin temps de sortir à 42 minutes. Ça y est, yes! On y est. C'est bon, c'est 42 minutes, voilà, on a avancé petit à petit. Par la suite, il était enfin temps de sortir de ce lieu désolé. Quelques minutes passèrent et tout le monde s'était installé sur le... Attends. Ok, ouais. Quelques minutes passèrent et tout le monde s'était installé sur le dos du dragon, mais à ce moment-là,
j'avais été la seule personne à encore pouvoir marcher correctement car Zati tendait sans cesse à cause de toute l'énergie mentale qu'il a dépensée et les triplés aussi avaient du mal à se déplacer, étant désavantagés physiquement. Après une dizaine de secondes, nous cinq étant bien accrochés, le dragon commença à battre des ailes, s'apprêtant à s'envoler vers notre unique échappatoire. Enfin, les quatre pattes du dragon commencèrent à quitter le sol, et nous avec, ce qui surprit fortement Xateib, le seul de notre équipe à ne pas posséder d'ailes. Par ailleurs, la majestueuse créature vola d'une immense précision à travers le trou béant, remplacé par les puits parodés. À partir de ce moment-là, nous avions atteint notre but qui était de quitter la colonie refoulée dont la mort régnait sur la vie. Au milieu d'une forêt envahissante, le dragon cherchait à la survoler. Alors, après quelques instants, nous étions très rapidement en hauteur, éloignés par le nombre Nous étions très rapidement en hauteur, éloignés par le nombre d'arbres feuillus que cela nous fit remarquer un lever de soleil coloré. Assis devant Xatim et Triplé, je tentais de me tourner vers eux. Le mage semblait totalement euphorique face à ce qu'il voyait, c'est-à-dire une vaste étendue de plaine et de forêt que la nature a fondée. De plus, cette joie intense venue de l'homme me faisait beaucoup penser à un enfant qui venait de recevoir un cadeau cher à ses yeux. Mais pour le cas de Mélios, c'était l'inverse. Bien que ses deux frères étaient eux aussi impressionnés par ce qu'il observait, la tête centrale faisait en permanence une tête d'enterrement. Tout au long du voyage, il poussait une série de soupirs colériques, uniquement dans le but d'attirer l'attention. Waouh, c'est donc ça une forêt? Attends. Waouh, c'est donc ça une forêt? Se réjouit Olios, toujours avec cette façon innocente qui lui allait si bien. Ouais, je crois bien. Oh, regarde, tu as vu ce royaume immense qui est derrière nous, enchaîna son autre frère Nélios. Ouais. Je compris à l'instant que le royaume dont il parlait correspondait à Périvalon, et en m'y rappelant, une légère crainte me posséda. Je pensais sans cesse au prince de Périvalon, hein, seul, sans mon meilleur ami et mourant à cause d'une attaque flamboyante lancée par Mélios, qui s'était auparavant changé en dragon tricéphale. Je pensais ensuite, oh non, Hardcore, j'espère que tu vas bien. Où, où allons-nous? Demandai-je à l'animal fantastique. Tu l'as déjà oublié? Je ne fais qu'amener Xateim à ma tanière, car là-bas quelque chose l'attend. Oui, très bien, ce ne sera pas long, j'espère. Tu me sembles perturbé, je ne sentis que t'arrive-t-il? Il y a mon ami à Périvaillon, le seul que j'ai, et je suis effrayé à l'idée de le perdre, c'est tout. Écoute-moi, ton ami, ne me qu'être en sécurité, ne peut qu'être en sécurité. Ok, ouais. Bon, c'est une petite faute, mais bon, ça arrive. Néanmoins, je tenterai de t'y ramener le plus vite possible, crois-moi. N'ayant pas d'autre choix, je me pliai à la volonté du dragon et nous continuâmes de poursuivre notre route à travers cette immense île, évidemment vers le sens opposé du royaume de Périvalence, ce qui me fit mal intérieurement, étant très attaché à ce royaume. Après une multitude de minutes à franchir les cieux, une question pour mon camarade Xateim se posait dans mon esprit, alors je n'hésitais pas à la poser, même si j'étais toujours en admiration sur ce paysage baigné par la lumière du soleil qui était en plein réveil. Xateim, qu'est-ce que tu comptes faire après ça? Comment ça? Tu as des projets ou quelque chose à accomplir? Ah, je vois, en fait, je n'en sais rien, mais une chose est sûre, je ne retournerai jamais dans cette colonie souterraine. En me répondant, je m'étais soudainement souvenu d'une des dernières citations de Théodore étant adressée à Xatéim qui était «J'ai cru te faire confiance, mais t'es aussi pathétique que tes ancêtres». Alors je lui demandai par la suite des explications sur cette parole qui me rendait confus, et le jeune homme ne semblait pas prêt à me répondre. Oh ça, je déteste en parler. Il y a eu par la suite un long instant de silence dans lequel la seule chose que nous pouvions entendre n'était que le vent transpercé par la trajectoire du dragon. En revanche, après un moment, il se décida de me relever la vérité, pardon. Bon, je vais tout te raconter. En fait, ma famille est bannie définitivement de Périvalon. Tout ça à cause de mes ancêtres qui ont trahi le roi de Périvalon des siècles plus tôt. Cette information me fit légèrement tressaillir, et je ne trouvais pas les mots, mais Xatein développa encore plus en détail cette révélation.
Pendant une nuit au milieu du printemps, mes ancêtres s'étaient discrètement introduits dans le palais de Sa Majesté afin de voler toutes ses richesses, alors que toutefois ma famille était pourtant alliée avec la dynastie royale. Au final, ils ont parvenu à blesser quelques-uns dont la garde royale par leur magie que tous leurs descendants de ma famille ont tous hérité. Cependant, ils ont pleinement cherché ce qu'ils se sont fait prendre en flagrant délit par le roi lui-même, qui était à l'époque Mystis, le 63e roi de la lignée Onirium. Maintenant, tu comprends pourquoi je déteste en parler? Oh mon Dieu, c'est horrible. Ah ouais. Oui, en effet, mon seul refuge était donc la colonie refoulée, malgré que je haïssais cet endroit. Mais si mes ancêtres n'avaient pas commis ce délit, je serais aujourd'hui un citoyen de Périvalan heureux. L'histoire de tes ancêtres date de plusieurs siècles. Je suis sûr que la famille royale l'a oublié et qu'elle t'acceptera et t'accueillera à bras ouverts. Et puis, pense aussi qu'il y a pire. Ils auraient pu subir une peine de mort, mais ils ont simplement été bannis du royaume. Oui, il est vrai. Et au passage, cela me fait poser une question. Dis-moi, si je deviens un jour, si je deviens d'un jour à l'autre un périvalonien, j'espère, sans vouloir paraître maladroit, que les citoyens de Périvalon ne sont pas aussi misérables que les habitants de la colonie refoulée. Mais je parle en particulier les hommes de main Théodore. J'ai subi beaucoup de discrimination liée à ma couleur de peau et également tout le monde me prenait pour un fou à cause de ma magie. Quoi? Non, mais tu n'as pas à t'inquiéter. Périvalon est réputé pour sa diversité. Tous les citoyens cohabitent, peu importe leur espèce et leur couleur de peau ou leurs origines. Vraiment, cela semble être un lieu rêvé pour moi. Je souriais en sa direction en signe de réponse et notre conversation se clôtura de cette façon et chacun de nous semblions heureux d'avoir discuté. Ensuite, le reste du trajet se déroula dans le calme et rien ne pouvait nous arrêter. Mais le dragon voulait ouvrir une autre discussion. Séra, je t'en prie, pourquoi avoir autant peur de moi quand nos regards se sont croisés? Je peux comprendre que vous l'ayez mal pris, c'est juste que je me suis fait attaquer par un dragon la matinée même. Je lançai un regard dénonciateur vers les triplés et je constatai qu'ils se sentaient légèrement concernés, mais ils cherchaient à les receler. Mais la créature continua. Comment? C'est impossible, les dragons et les Sentiques se sont toujours bien entendus, ce n'est pas normal du tout. Malgré que... Ah, 37 minutes. Bon, bah ça va aller vite, hein. On aura fini avant 16 heures normalement. Ce n'est pas normal du tout. Malgré que Xatei m'avait dit exactement la même chose, je me forçais à croire que cela était bien arrivé. Une quinzaine de minutes passa, nous nous rapprochâmes de plus en plus des côtes de Drisma, et mon regard fixa ensuite un étrange mont. Celui-ci possédait des creux, et je compris qu'il s'agissait de l'entrée de la tanière du dragon. Cet attrait me faisait également penser à une bouche béante à cause de nombreux rochers pointus qui faisaient penser à des dents. Accrochez-vous, nous y sommes! Le dragon commença à ralentir de manière flagrante et dû à cause de cela, je faillis tomber devant moi, la tête la première vers son crâne, puis il se posa encore brusquement à l'entrée de cette tanière se trouvant à l'intérieur d'une grotte. Ensuite, la première chose qui se présentait devant nous dans le lieu d'habitation du dragon était un vaste nid. Celui-ci était en majorité fait de brindilles comme un nid d'oiseau, mais aussi de branches d'arbres. Également, son sol était composé d'un grand nombre de matériaux différents comme des plumes, des feuilles mortes et un tas de brins d'herbe. Dès que Xateim, les triplés et moi descendions du dos du dragon, ce dernier se jeta sur le nid après avoir sautillé de bonheur pour aussitôt se mettre sur le dos et ainsi se rouler comme le sol doux et confortable du nid. C'est si agréable de rentrer chez soi après toutes ces années. Ce comportement me faisait penser à un petit animal et semblait beaucoup moins intimidant qu'aux autres, où il était enchaîné quand soudain le nid commença à se mouvoir pendant quelques instants jusqu'à ce qu'un être d'entre les branches et les brindilles qui composaient les parois du nid sorte d'entre les branches. Ah oui, d'accord, ouais. Cette créature ressemblait comme deux gouttes d'eau à l'immense dragon qui était toujours en train de se gratter le dos contre le sol. Sauf qu'il mesurait près d'un mètre, je supposais qu'il s'agissait de son enfant. Le jeune dragon était légèrement méfiant, n'ayant pas reconnu son paternel pour le moment, encore partiellement caché, mais aussitôt la créature tourna la tête vers sa progéniture et ils reconnurent enfin. Mon fils, comme je suis heureux de te retrouver.
Le mastodonte s'assit, puis il présenta les paumes de son immense patte devant celle de son enfant, et ensuite ce dernier grimpa le long de son bras pour être à la hauteur de sa tête. Quand ils étaient face à face, l'enfant colla le front contre celui de son père en signe d'affection. Par la suite, la créature gigantesque poussa un cri en direction d'un tunnel de ce repère, comme pour faire entendre un appel. Grand-père, je suis là, c'est moi, illuminé. Le dragon se rua ensuite vers ce tunnel, toujours en compagnie de son fils qui se tenait droit pour son épaule, comme s'il ne faisait plus attention à nous. Toutefois, les trois frères se décidèrent de les suivre et moi, Exateim, fûmes de même. Arrivé au bout du couloir de cet antre, un troisième dragon nous était dévoilé juste devant Illuminé. Son grand-père, à l'inverse du plus jeune membre de cette famille de dragons, celui-ci était presque 2 fois plus grand que son petit-fils et il avait des signes de vieillesse. Ses poils longeant sa colonne vertébrale étaient grisâtres et il semblait épuisé et ses poches sous les yeux accentuaient encore plus cette fatigue. Mais cette humeur changea à l'instant où il découvrit le dragon que Xateim avait délivré. Oh, illuminé, j'attendais ton retour avec impatience, je t'ai cherché partout durant ces 4 dernières années, et malgré toutes ces entailles, je suis si heureux que tu ailles bien. Le dragon sauta dans les bras de son grand-père, puis leurs coups s'entrelacèrent, sans le visage d'illuminé couleur de larmes de joie par cette retrouvaille. Mais où sont les autres? Le chagrin de la créature s'intensifia. Ils sont tous morts. Ah, NordVPN. Hop. Voilà. Ouais, bon, j'ai plus NordVPN, mais c'est pas grave. Ils sont morts. Mon sœur. C'est pas ma sœur. Bon, ça arrive, ouais. Mon sœur, c'est un peu bizarre, mais c'est pas grave. Ma mère, mon père ont tous péri. L'humain au masque noir nous a capturés, nous a drogués et nous a obligés à nous entretuer pour son plaisir personnel. Ah ouais, d'accord. Ah ah, je vois. Quant à son grand-père, il ne trouvait pas les mots face à ce qu'il venait d'entendre. Abasourdi, mais il fit tout de même un effort pour le rassurer. Ne t'en fais pas, je suis là et sache que tu es en sécurité ici. Au moins il repose en paix. Leur emplacement dura encore un moment, jusqu'au moment où Mélios, la tête centrale, commença à s'impatienter. Il essaya de le receler, et en croisant les bras, il demanda de façon rude: «Alors, tu t'appelles Illuminé, c'est ça? Bien sûr, quel est le problème, jeune homme?» C'est original comme prénom. Bon, ce n'est pas tout ça, mais on va y rester encore longtemps dans ce trou à rats. Mais son grand-père se mit à grogner de colère devant ce qui était une insulte pour lui. Tu oses traiter notre unique refuge de trou à rats, sale petit avorton? Puis Mélios serra les poings, s'apprêtant à s'en prendre au dragon aux yeux rouges. Mais elle arrête de chercher la bagarre, rapprocha l'adorable Olios. Eh, c'est moi la tête centrale, je contrôle le corps, alors je fais ce qu'il me plaît. Justement, si ce corps est en si mauvais état, je suis sûr que c'est de ta faute, et encore, je ne sais toujours pas pourquoi j'ai un œil crevé, rétroqua Nélios. Et alors, c'est pas ton problème. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans je fais ce qui me plaît? Leur altercation continua à tempérer bruyamment pendant qu'ils se chamaillaient. Le bébé dragon gambada en ma direction, disant que je ne remarque jusqu'à ce qu'il renifle mes bottes. Il me regarda d'un air doux et il poussa des petits couinements adorables, comme pour me montrer qu'il voulait se lier d'amitié avec moi. Alors je lui lançai un sourire bienveillant, mais n'ayant pas mangé depuis presque une journée entière, mon ventre me plaigna et gargouilla sans que je me mis à attendre, et cela intrigua l'enfant. La créature juvénile inclina la tête vers mon estomac et il semblait avoir compris que j'étais affamé. Alors il se rapprocha encore plus près de moi, puis il attrapa le bas de mon pantalon avec sa mâchoire, il se mit à me tirer comme pour essayer de m'emporter vers le nid. Alors curieux, je me laissai emporter. Qu'est-ce que tu as à me montrer, petit gars? Mais ce dragon ne possédait pas le nom de la parole, ce qui était probablement dû au fait qu'il était encore très jeune. Il continua de me tirer la jambe jusqu'à atteindre le nid. Le sol de ce dernier était mou comme un coussin grâce aux multiples couches de matériaux naturels. Juste après, le jeune dragon frappa le sol avec ses pattes avant, tentant de me transmettre un message. Maintenant, tu veux que je m'assoie ici, c'est ça? Le dragon avait étonnamment compris que ma question et il fit un oui de la tête.
Ensuite, il s'éloigna de moi, batta des ailes à la façon d'un colibri et il s'envola hors de la tanière. Mais je pris plusieurs secondes à le réaliser qu'il était en train de me chercher à manger et il y aura une illustration bientôt là. Mais pendant que j'attendais son retour, je me mis à fredonner un air de musique que j'entendais très souvent à Périvalonne par des musiciens de rue. Cette musique qui rôdait dans mon esprit était à l'origine accompagnée d'une guitare et malgré que je ne comprenais pas les paroles qui étaient dans une langue ancienne, elle avait un air joyeux et cela me procurait aussi du bonheur quand j'en avais besoin, surtout qu'il s'agissait d'une chose que je ressentais rarement, en particulier depuis mon arrivée à la colonie refoulée. Même alors que je chantonnais le refrain, l'enfant fit son retour après non moins d'une minute. Il tenait dans sa gueule une branche d'arbre robuste qui faisait presque sa taille. Ok. Mais au fur et à mesure qu'il m'approchait, je découvris que parmi tout ce feuillage poussait une variété de fruits que je ne connaissais jusque-là. Ceux-ci étaient grands comme un melon, ils me faisaient penser à des fraises, sauf qu'ils étaient protégés par une coquille et une épine au sol sur la partie inférieure du fruit. Ah, il est trop mignon le dragon par contre. Ah ouais, c'est Santiquet Dragon, franchement, on dirait que c'est le meilleur pote du monde, quoi. Ouais, c'est vrai que ah ouais, on dirait des sortes de framboises un peu, des framboises marron un peu chelou, mais bon, peut-être c'est bon, hein. Bon, moi, on m'a appris qu'il fallait pas manger les fruits des arbres, hein. D'ailleurs, vous évitez de le faire si vous connaissez pas le fruit, mais bon, là, ça a l'air bon, donc même les dragons en mangent, donc pourquoi pas. Mais j'étais tout de même ravi à l'idée de découvrir de nouvelles saveurs dans ce monde. Le dragon avait l'air de me sourire et il semblait veiller sur moi pendant que je décortiquais ce fruit que j'avais arraché à la branche. Et après avoir retiré l'ensemble de la coquille, je n'hésitais pas un instant à croquer cet aliment à pleines dents. Ce fruit était mou de l'intérieur, mais très appétissant. Un jus exotique et sucré coulait à travers de ma gorge et je n'avais rien mangé de tel auparavant. C'est délicieux. Je ne regrettais pas cette dégustation et je voulais aussitôt en prendre une autre part, même si le peu que j'avais mangé m'avait mis en pleine forme. Mais avant que je ne puisse en décolleter un deuxième fruit, une voix terrifiante de dragon prenait le dessus de mon subconscient, c'était celle du grand-père illuminé. Non, il est hors de question que tu mettes la larme du vœu entre les mains d'un humain et je ne changerai pas d'avis, illuminé. Grand-père, mais il n'y a pas de mais. Pour en rajouter, cet humain fait partie de la troupe qui nous a arrachés de ce monde, ceux qui nous étaient chers. Le genou dégagea cette fois-ci un couinement de peur et il semblait anxieux d'entendre son grand-père aussi mécontent. Au fil de leur discussion, la famille des dragons, les triplés exatéions retournèrent au nid, là où nous étions. Écoute, ce jeune homme est différent de ceux qui ont, il y a 4 ans de cela, arraché la vie aux membres de notre famille, mais surtout, c'est lui qui a pris la décision de me libérer. Il a un bon nombre de valeurs qui font de lui un homme bien, un héros, un sauveur, et je suis persuadé qu'il l'utilisa pour une chose positive. Je compris qu'il parlait de Xatéim, qui les suivait sans arrêt, même si les seules choses qu'il pouvait entendre s'avérèrent être des grognements. Faute du fait qu'il était le seul à ne pas être un Santique ou un dragon, et donc il était dans l'incapacité de pouvoir entendre leurs paroles. Ensuite, le dragon et son grand-père échangèrent un regard vers Xatéim, qui ne comprenait toujours pas qu'il était le principal sujet de cette discussion. Pourquoi il me regarde comme ça, m'adressa-t-il. Avant de lui répondre, je me relevai et je me dirigeai vers lui. Il parle d'une certaine larme de vœux, je m'en demandais ce qu'il s'agit. À ton avis, crétin, c'est un truc qui permet d'exaucer un vœu, ce n'est pas compliqué, coupa Mélios qui était de leur côté. Ah, j'avais compris, Mel, râlai-je, qui était de leur côté. Ah, j'avais compris, Mel, râlai-je. Plusieurs instants défilèrent et la tête du vieux dragon devient de plus en plus proche de celle de Xatéim. Il semblait au milieu d'une réflexion, puis il annonça en effet, si cet humain voulait nous massacrer, il l'aurait déjà fait de sa magie terrifiante. En tant que dragon, je dois reconnaître, tous les humains ne sont pas mal intentionnés. Que veux-tu dire? Tu acceptes finalement qu'il ressorte la larme du vœu? Le grand dragon hésita pendant un long moment, et cela lui donnait un air déconcentré. Puis il soupira comme pour dire qu'il avait cédé à la demande de son petit-fils. Très bien, illuminé. Et donc ça, je te fais confiance, mais sache que si cet homme l'utilise pour faire le mal, je participerai à sa recherche et je le ferai payer, c'est bien compris? Oui, grand-père.
Ensuite, pour manifester sa gratitude, il remua la queue comme un chien heureux et il présenta à son semblable un large sourire. Enfin, à grande vitesse, le puissant Illuminus se rua vers un autre chemin, cherchant le trésor qu'il attendait, Exateim. Plusieurs minutes plus tard, le temps qu'il recherche le présent de valeur, tout le monde s'était regroupé sur le nid et j'utilisais ce moment pour décrire en quelques phrases à Xateim tout ce dont les dragons avaient parlé à son insu. Voilà. Tout ce dont les dragons avaient parlé à son insu. Voilà, voilà. Dont les dragons avaient parlé à son insu. Le bébé dragon, Nélios et Olios, tentèrent, eux, de sommeiller et de profiter du calme. Quant à Nélios, il devenait de plus en plus impatient et cela le fit taper du pied. Ma seule supposition était le fait qu'il voulait à tout prix retourner à Périvalum, probablement pour aller fumer encore et encore. Sache que Mélios, fumer, tue. Hein, voilà. Ça tue, hein, de fumer comme ça. Mais c'est pas grave. Mais ces tintements désagréables s'arrêtèrent au moment où le grand-père du ministre s'adressa au frère. Ah là là. Quelle est l'origine de vos trois têtes, les triplés? En 750, en 756 années d'existence, j'ai découvert beaucoup de choses fascinantes, mais vous surpassez tout ce dont j'ai observé. Mais la tête centrale connaissait une partie de l'origine des têtes et de ses frères avait néanmoins encore du mal à trouver le mot qui pourrait expliquer de ce fait. En fait, ça a commencé avec un œuf Zarbi et puis ensuite, je crois que euh, j'ai un peu oublié en fait. Vous ne m'aidez pas. Et toi, le sentico de cheveux blancs, tu en sais quelque chose. Pour être plus précis, tout ça, c'est de la faute d'un meuf que nous avons trouvé dans une grotte, la grotte d'Atikia. Ça a empiré depuis une semaine et après, repris-je. Hey, crâneur, je t'ai en train d'expliquer. Quelques instants après cette plainte de la tête centrale, le grand dragon au toit de serre s'allongea non loin de moi, puis il se mit à renifler mon épée. Je n'y crois pas à cette odeur. Elle m'est familière. Quoi? Mon odeur? Oh que oui. Et cette épée, je suis sûr de l'avoir déjà aperçue des siècles auparavant. 25 minutes, ça va être assez court. Non, peut-être, elle appartenait à mon père. Qui es-tu réellement? Eh bien, je suis Serra Minicros. Ouais, c'est vrai qu'il a un nom de famille très grec, hein, quand j'y pense. Ça fait penser que Ecoblast a passé quelques moments en Grèce, hein, et a écrit cette histoire pendant ses vacances, hein. Quand j'avais dit mon nom de famille, la mâchoire inférieure du dragon semblait tomber, son visage évoluant en un visage plus améritif. Oh, tu es un Ménicreos? Oui, c'est une si bonne nouvelle. Un peu, un peu que c'est une bonne nouvelle. Je les croyais disparus depuis des siècles. Je me mis à ricaner pensant à une blague. Co- Comment? Qui étaient vraiment mes ancêtres? Ils étaient de célèbres guerriers nomades qui parcouraient ce monde au passage. Cette épée qui était accrochée à à ta ceinture a été forgée d'un matériau extrêmement rare, ce qui fait qu'elle est pratiquement imprisable et également elle fait partie de ta famille depuis sa création. Malheureusement, plus les années passaient, plus ils se sont fait oublier à cause du fait que tes ancêtres étaient tous très solitaires et ils ont peu à peu oublié qui ils étaient, préférant mener une vie familiale normale. Mon interlocuteur dégagea un air qui était un mélange de mélancolie et de nostalgie. Mes ancêtres étaient des guerriers, ça explique des choses. Mais où sont les autres membres de ta famille? À ma connaissance, il ne reste que moi. Mon père a subi un meurtre par quelqu'un que je ne connais toujours pas et ma mère a été tuée pendant ma naissance. Je ne sais rien d'elle, sauf que son prénom était Elisabeth. Mon père l'a toujours décrite comme l'humaine la plus magnifique qu'il n'avait jamais rencontrée. À partir de ce moment-là, l'expression faciale du dragon changea et il semblait légèrement dégoûté par un léger détail. Je l'ignorais. Les humains et les scientifiques peuvent donc se reproduire entre eux. J'en apprends tous les jours. Néanmoins, je suis sincèrement navré pour ce qui est arrivé à tes proches, Chéra. Mais es-tu quand même né avec tes ailes? C'est un peu différent de ce que vous pensez. Tout d'abord, non, je ne suis pas né avec mes ailes, mais elles ne sont apparues qu'il y a une semaine quand mon père a trouvé la mort. Oh, je vois. Donc ton père a transféré son énergie pour toi au moment de sa mort. Je connais ce phénomène. Le sais-tu, quand un scientifique meurt, une immense quantité d'énergie s'échappe de son corps. Cependant, le scientifique mourant a le choix de transférer ou non son énergie narquiste dans le corps d'une personne. Au passage,
Ceci correspond à l'énergie qui leur assigne les traits de dragon. Wow, en fait non, je ne savais pas. Je crois qu'il me reste encore beaucoup de choses à découvrir. Mais d'où vient l'énergie des artistes? Pour entrer davantage dans les détails, il y a des millions d'années plus tôt, pendant la préhistoire, Andonarki, le maître des âmes, était le grand créateur des Santiques et des dragons. Il avait toujours voulu créer des espèces à son image et Narki, a tout d'abord commencé par nous créer les dragons, puis d'autres sous-espèces comme les Noxacano. Quelques années plus tard, il avait en tête une nouvelle idée de création qui serait cette fois biologiquement plus rapprochée des humains. Et c'est alors que l'énergie narquiste se fabriqua davantage. Puis enfin, les Santiques naquirent, mais plus exactement, toutes ces créations possèdent de l'énergie narquiste. Tout que, J'espère que toutes ces informations répondent à ta question. En effet, merci de m'avoir répondu. Écoutez, je pense avoir assez reçu de réponses. Donc, ce Andonarki est une sorte de divinité? Exactement. Une sorte de divinité? Exactement. En revanche, ce n'est pas le créateur idéal auquel tu peux penser. Ce dernier avait une immense admiration pour ses créations, une admiration si grande qu'il ne reste que sur la surface de cet univers. Sa plus grande occupation était de s'en prendre et d'exterminer toute forme de vie qui n'était pas liée avec les êtres qu'il a créés. Heureusement, Olukami, l'ange divin, a agi face à ce chaos qui est parvenu à venger toutes les créatures qui ont perdu la vie. Mais nous le remercions infiniment pour cela. En ce moment, son cadavre pétrifié est enfoui sous terre et nous n'avons pas à nous inquiéter. Enfin, le dragon me lâcha un dernier sourire et illuminé revient en notre direction, venant montrer à tous les trésors qu'il cherchait la larme de vœu. Cet objet était sous forme d'une amulette qui représentait, comme son nom l'indique, une larme tombante qui avait un creux en son sein. Le symbole était entouré d'une chaîne faite en or pur. Il était en train de la tenir avec ses dents. J'ai l'honneur de vous présenter l'exceptionnelle larme de vœu et elle te revient à toi, Xatéim, pour ta bravoure et ton héroïsme. Au fur et à mesure de son discours, je répétais à Xatéim toutes les paroles du dragon qu'il ne pouvait pas entendre. Cet objet était aussi unique que ta puissance. Il suffit d'injecter un peu de ton sang sur la larme et ensuite de penser à un vœu. Cependant, Xatéim était de plus en plus hésitant face à cette offrande. Seules les formes de vie humanoïdes peuvent s'en servir. Utilise-le à bon escient. Il est synonyme d'un présent au Lukami. Au lieu de au lieu de paraître ravi, il resta toujours douteux. Le mage prit de façon fébrile l'objet dans ses mains, puis il secoua la tête, montrant un refus. Putain, j'ai cru lire fétiche, je sais pas pourquoi, mais ah non, c'est refus, ah, ça va. Non, cela peut sembler impoli de refuser le présent d'un dragon, mais je crains que je ne le mérite pas. Tatéim, pourquoi ça? Pendant 4 ans, j'ai fait souffrir ce dragon sous les ordres de Théodore, et je me suis laissé manipuler par cet être ignoble. De ce fait, tu la mérites plus que moi, Serra. Mais tu es sûr de ton choix? Je n'avais pas prévu cela, mais si cet humain a décidé de te l'offrir, je respecte ton choix. Tatéim prit ensuite mon avant-bras et déposa délicatement la larme de vœu dans ma main et la referma. Réfléchis bien à ton futur vœu, Serra, m'annonce-t-il de façon aimable. D'un côté, le choix de Xatéim est, je trouve, compréhensible. J'admire beaucoup le geste de générosité que le jeune Serra a fait avant que nous sortions de cette colonie. Merci beaucoup, Xatéim. J'accrochai l'objet précieux autour de mon cou, cachant la larme entre ma poitrine et mon haut. Action qui se suivit d'une intervention de Mélios. Grrr. Hey, pourquoi il n'y en a que pour Serra? C'est pas juste! Juste, pour en rajouter, vous ne faites que nous ignorer. Au contraire, c'est difficile de t'ignorer avec toutes les catastrophes que tu causes. Quelle catastrophe? Sa voix était de plus en plus grave et forte, puis il se mit à trembloter. Tu me cherches? Je vais te montrer qu'il ne faut jamais déconner avec mon maman. Compris? C'est compris? Ah, 20 minutes, c'est bon. Ces bégaiements m'étaient familiers et je compris qu'une tragique chose allait encore arriver. Milos était sur le point de se transformer de nouveau en dragon à 3 têtes, le blanc des yeux du frère à la crête vivait au noir et ancre sa colère céda à la place de la peur. « Oh non, qu'est-ce qu'il t'est arrivé, frérot ?» s'inquiéta Olios.
Mélios semblait réellement souffrir et il referma ses bras contre son corps, mais heureusement, Mélios tenta de faire de son mieux pour l'aider. Calme-toi, Mel, juste inspire puis expire doucement, on est là, proposa Mélios. Aussitôt, la tête centrale suiva le précieux conseil de son frère et après une dizaine de respirations, dont les premières étaient légèrement tendues, Mélios s'avérait avoir repris son calme et les yeux étaient enfin à leur état normal. Mais malgré que tout semblait se passer pour le mieux, le grand-père d'Illuminé avait senti quelque chose ne tournait pas rond et il le fit savoir. Oh, ce n'est pas vrai. Mélios, tu es sous l'emprise d'un œuf d'endonarchie. Un œuf endo quoi? Malgré que le terrible Endonarchy ne soit plus parmi nous, son corps dégage une aura à travers la terre, créant des œufs dans les profondeurs de certaines rares grottes dont la progéniture cherche à posséder des sentiques. Nous devons absolument extraire ce parasite de ton corps, ou de terribles choses vont arriver. Mais comment? En effet, grand-père, comment pourrions-nous les aider? Dans mes souvenirs, il existe un rituel permettant de régler ce problème. J'ignore s'il marche encore de nos jours. Parles-tu de ce rituel consistant à invoquer Olumaki, l'ange divin? Oui, une fois invoqué, le protecteur nous aidera à, en quelque sorte, exorciser le garçon. Ouais, voilà. Pas exciser, hein, le garçon. Hein. Enfin, techniquement, l'excision, ce serait, chez un garçon, ce serait plus la circoncision, mais bon. Exorciser le garçon, ce garçon. Au passage, ce dragon qui attaqua, c'était bien les jeunes Mélios et ses deux frères, ajouta Illuminé. Euh, Ça ne va pas faire mal, j'espère, demanda Olios. Pour Mélios, je ne pense pas, mais pour ce qui est de vous deux, Olios et Nélios, vous êtes des créations d'un œuf d'endonarchie, alors il y a de grandes chances que vous succombiez. Quoi? Mais je ne veux pas mourir, moi. Sans blague, personne n'a envie de crever, répliqua Nélios. Je vous connais à peine, mais je serai toujours là pour vous aider. Je suis navré, jeune homme, mais ces sacrifices seront bénéfiques quand tu seras libéré de cette malédiction. Tu ne sèmeras jamais le malheur à Drisma. Brrr, j'en ai rien à foutre de Drisma. Je ne veux pas perdre mes frères. Voilà, le dragon devient de plus en plus autoritaire et il commença à grogner. Grrr. Pardon, moi, j'arrête de grogner. Vermelios, tu ne sortiras pas d'ici tant que le rituel ne sera pas abouti. Le scientifique tricéphale se mit à reculer de crainte pendant tout au long de la montée de la colère du dragon. L'expression faciale de Mélios semblait dire «Laissez-nous partir». Alors je savais que quelque chose allait arriver, mais j'ignorais quoi et quand exactement. Quand soudain le grand dragon se rua vers l'entrée de la caverne, tentant de l'empêcher d'y sortir. Cependant, Mélios, furtif comme un guépard, courant entre les pattes de la bête verte. Il déploya ses ailes, qui étaient en pleine guérison, et enfin, il bondit du sol, atteignant l'extérieur de la tanière, mais la créature tenta d'attraper le pied du scientifique tricéphale par sa gueule avant qu'il ne soit trop tard. Voilà. Malheureusement, il avait bien réussi à attraper leurs pieds, mais les triplés s'en échappèrent facilement. Tracassés, Xaté et moi nous rapprochâmes également de l'entrée, dentelés dans le but de voir cette fuite de plus près, puis j'attelai d'émotion en les voyant ces derniers sur des dizaines de mètres. Mes yeux tentèrent de les suivre malgré leur grande rapidité au vol, et contrairement à ce que je pensais, les dragons les laissèrent partir sans que je ne sache pourquoi. Au commencement, ils prenaient beaucoup de hauteur, jusqu'à presque atteindre les nuages, puis il semblait se diriger à l'opposé du royaume de Périvalon. Ouais. Attends. Ok, ouais. En réalité, les triplés, mais en particulier Mélios, cherchaient à s'éloigner du monde. Les dragons et Xatéim les regardèrent avec pitié, et quant à moi, je m'écroulais sur mes genoux, sombrant dans la confusion face à ce que je voyais. Je me demandais en boucle pourquoi s'en vont-ils, mais aucune réponse précise ne me venait. Un long laps de temps s'écoula, puis ils n'étaient devenus que des points à mes yeux, puis leur silhouette avait l'air de se camoufler derrière les nuages légèrement orangés par la lumière de l'aube. Pourquoi? Pourquoi vous les avez laissés partir? Ils avaient l'air de se sentir en danger,
et je pense qu'il sera possible de le persuader de pratiquer le rituel. Anxieux, un tic incontrôlable fit trembler mes jambes et j'écarquillai les yeux, mais Xateim tenta de me réconforter. Détends-toi, Serra. Qu'est-ce qui explique le fait que tu as l'air aussi inquiet pour eux? Je ne suis pas inquiet. J'ai promis à sa petite sœur Valériane de lui ramener Mélios, mais il a abandonné tous ses proches. J'avais du mal à l'admettre, mais à cet instant, j'en avais légèrement voulu à Mélios de nous avoir lâchement quittés. Mais Xateim, qui était toujours à mes côtés, posa sa main sur mon épaule et m'adressa. Ne pense plus à Mélios. Un jour, il le regrettera, il reviendra. Maintenant, nous devrions rentrer à Périvalone, ou plutôt tu. Je n'ai plus de chez moi, et il n'est pas question que je retourne à la colonie refoulée. Ce lieu ne me rappelle que des mauvais souvenirs. Tu as déjà oublié ce que je t'ai raconté? Je commençais à me calmer, puis je pointais du doigt la forêt qui se présentait sous nos yeux, cherchant à montrer là où se trouvait Périvalone. Là, il y a des citoyens qui t'accepteront malgré ton passé difficile. Oui, oui, c'est vrai, mais j'ai simplement peur de ta future réaction de Sa Majesté quand il me verra. Ne t'en fais pas, le roi Raven est un excellent roi, il va t'apprécier comme si tu étais un membre de sa famille. Plusieurs minutes passèrent et le grand-père d'Illuminé s'était porté volontaire pour nous accompagner né au royaume afin qu'Illuminé puisse passer du temps avec son enfant qui lui avait infiniment manqué. Après un instant permettant de nous insister sur le dos, le dragon prit un large élan et prenant le temps de déployer ses ailes, ce qui laissait penser au voile d'un navire. Adieu, Serra Exateim. C'était un véritable plaisir de vous connaître. Je saluai les deux dragons une dernière fois et enfin, à la même manière qu'Illuminé, il prit son envol. Cela faisait longtemps que je ne me suis pas dégourdi les ailes. Mais l'intégralité du trajet se passa dans un silence complet. Xateim ne fait qu'admirer les paysages et quant à moi, j'étais en permanence perdu dans mon esprit, pensant à toutes les possibilités envisageables grâce à la précieuse larme de vœux. Une première idée me venait et elle consistait à souhaiter que cet inconnu n'ait jamais attaqué ces murailles. Mais quelques détails me faisaient hésiter. Si ce monstre ne s'en était pas pris à mon ancien village natal, premièrement, je n'aurais jamais été ami avec Carpor et deuxièmement, je n'aurais jamais eu ces ailes de Santique qui venaient du reste de l'énergie narquiste de mon père défunt. En conséquent, je tentais désespérément de trouver une autre solution, mais aucune autre ne me semblait me venir, car selon moi, il fallait que ça dépasse toutes mes espérances. Alors, ne trouvant rien d'autre à faire, je fis comme Xateim et je regardais dans les alentours, moi qui avais rarement d'occasion comme celle-ci d'observer de tels paysages d'aussi haut. Hein? Pardon, excusez-moi, je m'emporte un peu. Quand soudain, alors que j'étais perdu au fond de mes pensées, je réalisai quelque chose qui me tourmentait et cela se déroula dans ma tête. Attends une minute. La dernière fois que j'ai croisé le meurtrier de mon père, il m'a également parlé des œuvres d'Endonarki, disant que ces œuvres étaient des créations de son maître. Ça veut dire que son maître est sans doute cette divinité, donc Endonarki est vivant. Tout va bien, Serra. Tu as l'air troublé, je peux le sentir. Non, 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 ne vous en faites pas pour moi. J'avais tendance à mentir quand les choses allaient mal, mais je ne m'étais rendu compte trop tard qu'il me devait de lui raconter ce qui... Ok, donc 13 minutes. Allez, ça va durer presque 1 heure et demie, mais c'est pas grave, on va le faire. Oh, compliqué. Voilà. Révélé. Voilà. J'avais tendance à mentir quand les choses allaient mal, mais je ne m'étais rendu compte trop tard qu'il me devait de lui raconter ce qui m'était révélé. Ok, je commence à percevoir Périvalone. Par réflexe, je me tournais vers la direction où la tête du dragon pointait, et effectivement, le royaume se faisait visiblement petit à petit, en particulier son palais majestueux. Pourriez-vous nous déposer dans le jardin du palais Pourriez-vous nous déposer dans le jardin du palais de Sa Majesté Raven? Je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir afin de vous aider, toi et Xateim. En me rapprochant un peu plus, nous pouvions apercevoir plus clairement son architecture de briques blanches. Également, seule une pièce était éclairée à l'intérieur. À celle-ci se trouvait un étage au-dessus d'un accès séparant le jardin et l'intérieur du monument.
mais nous ne voyions personne dans les environs du jardin et je découvris plus tard qu'une grande partie de la famille royale était aux côtés d'Arcor. Pour plus de sécurité et de discrétion, le dragon que nous chevauchons se mit à ralentir pour s'apprêter à atterrir au fond du palais, plus exactement dans une zone où beaucoup de végétation était présente. Nous y sommes. Enfin, il se rapprocha du sol, puis atterrit sur ses quatre pattes. J'avais l'intention de ne perdre aucune seconde et je me dépêchais de m'éloigner de la créature, impatient de retrouver mon meilleur ami. Une minute. Où vas-tu comme ça? Je suis désolé, mais c'est urgent. Mon ami Hardcore se trouve au palais et il est probablement en train de souffrir à l'heure qu'il est. Oh, effectivement, c'est grave, vous devez vous dépêcher. Pendant que nous parlions, je m'éloignais de lui en continuant, en saluant le dragon en signe d'adieu, mais avant que ma vue ne le quitte, il m'interpella encore une fois. Attends, avant que nos chemins se séparent, j'aimerais te dire une dernière chose. Premièrement, je te souhaite bon courage pour la suite. Et deuxièmement, j'espère aussi que tu auras la possibilité de réécrire l'histoire de ta famille. Je ferai de mon mieux, je vous le promets. Une série de minutes s'écoula, le temps nécessaire pour tout d'abord pour terminer nos adieux avec le vieux dragon, et pour ensuite traverser l'immense jardin en se faisant discret, en avançant un peu plus. Nous pouvions apercevoir un Atorion qui faisait les 100 pas et près de l'entrée, mais dû à peu de luminosité, j'avais des difficultés pour l'analyser en détail. Mais pendant notre avancée, ses traits physiques nous paraissaient plus frappants. Pour commencer, je pouvais découvrir qu'il avait une corpulence d'enfant et devait avoir le même âge que Valériane. Ses cheveux à la... Attends. Ah oui, c'est un personnage que Ecoblas m'avait montré. Ah, ah. Pour commencer, je pouvais découvrir qu'il avait une corpulence d'enfant et devait avoir le même âge que Valériane. Ses cheveux à la couleur dorée étaient mi-longs et lisses, puisque presque comme de la soie. Il portait une tenue de noble similaire à la tenue du prince Arcor. Et il tenait entre ses mains une épée de bois à l'apparence inoffensive. Aussi, contrairement à Arcor qui avait des ailes de colombe, celle-ci avait des ailes d'aigle comme Raven. Arcor a un petit frère, cela m'avait complètement échappé. Mais au moment où le jeune Atorian nous remarquait, il hurla à plein poumon: «Vous là-bas, en garde!» prévient-il d'une voix qui allait haut dans les aigus. Voyant qu'il n'était plus nécessaire de se cacher, nous nous sortîmes d'entre les buissons cubiques et nous prenions ensuite place devant la vue du garçonnet, mais il semblait refuser de nous laisser partir. Ne bougez plus! À partir de maintenant, vous êtes mes prisonniers! Je décidai, je décidai d'ignorer ses enfantillages pour lui demander: corrige-moi si je me trompe, tu es le petit frère d'Arcor? Non, bande d'incultes, je suis son fidèle petit cousin, Balthazar Onirium. J'ai promis à Arcor que je le protégerai jusqu'à son dernier souffle, donc maintenant partez avant que je n'emploie la manière forte. Ah oui, c'est Balthazar, le cousin d'Arcor. Ok, ouais, le petit cousin d'Arcor. Ouais, ouais, je vois. Partez avant que je n'emploie la manière forte. Au moment où il avait terminé sa phrase, le cousin du prince se posa comme un épéiste pour tenter de nous effrayer, mais son épée en bois n'arrangeait pas les choses. Jusqu'à ce qu'une voix, au contraire intimidante, venant de l'intérieur du palais, cria: «Balthazar, peux-tu arrêter d'être aussi incontrôlable?» Alors, un autre Atorion apparut de l'intérieur du palais. Il ressemblait fortement à Sa Majesté. Il avait les mêmes cheveux et les mêmes ailes d'aigle que Raven, et leurs cheveux étaient ressemblants, sauf qu'à la place d'utiliser des lunettes, cet homme avait un cache sur son œil de gauche, et puis sa barbe était légèrement plus longue que celle de Raven, qui se croyait pleinement, qui se voyait pleinement. M'as-tu écouté? Le petit Atorion ne semblait plus aussi déterminé qu'avant, et il se dirigea vers la père. J'essayais seulement de protéger Arthur. L'homme soupira. Tu veux connaître la meilleure façon de le protéger? Reste auprès de lui. Pour en rajouter, il fait froid dehors. Si tu restes encore une minute de plus, tu vas de nouveau tomber malade. Vaincu, l'enfant s'en alla à l'intérieur de l'édifice et la queue entre les jambes, puis après qu'il l'enfant s'en alla, l'enfant s'en alla à l'intérieur de l'édifice. Attends, Balthazar a une queue, je connais pas l'espèce de Balthazar, c'est quoi, c'est un animal, mais c'est pas un ange. Enfin, ou alors un aigle, mais ah oui, ou alors il a une queue d'aigle, hein, oui. Voilà, pas de blague déplacée, hein, bien sûr, hein, voilà. Ouais, c'est peut-être un, ouais, je vois, ouais.
J'avais pas vu, mais ouais, peut-être, je m'en rappelle plus à quoi ressemblait Balthazar un peu, mais ouais. Puis, après qu'il soit parti, le grand Orion s'adressa à nous. Je suis navré de son comportement. Balthazar est un enfant très protecteur qui est très affectueux envers Arcor. Oui, mais il essayait de rendre service et donc vous êtes son oncle. Il hocha la tête. Dans cette discussion, j'ai découvert qu'il avait l'air très silencieux et froid. Je suis Charles, enchanté. Enchanté, votre majesté d'Angleterre. Non, je rigole. Euh, Charles, enchanté. En se présentant, il exécuta un geste de salutation. Allez, 9 minutes. Allez, on y est presque, mais je suis un peu fatigué là. Putain, ça épuise, mais au moins je l'aurais fait. Voilà, au moins je bats. Par contre, Ecoblast, il m'évite de faire des trucs de 2 heures, par contre. Hein. 1 heure et demie, voilà, c'est exceptionnel, mais par contre, évite de faire des trucs de 2 heures, ou pire de 3 heures. Là, par contre, ce serait de l'abus. Je suis Charles, enchanté. En se présentant, il exécuta un geste de salutation que faisaient généralement les Périvaloniens pour se présenter. Et toi, tu ne serais pas le meilleur ami du prince? Oui, c'est bien moi. Effectivement, je me rappelle de toi lorsque tu as dîné au palais une semaine auparavant. Par la suite, il jeta un regard avec Zatéim qui, cette fois, était plus menaçant. Mais qui est cet individu? Ce n'est que Xatéim, mon allié. Peut-il m'accompagner au palais? L'Athorion, à l'œil manquant, continua de fixer mon ami à la manière d'un prédateur observant sa proie. Cependant, après quelques instants, il soupira encore une fois et annonça: Très bien. Si vous voulez rejoindre le prince, il se retrouve à l'étage au-dessus. Compris, monsieur. L'homme nous souria pour une rare fois, puis il se décala vers notre gauche afin de nous laisser entrer dans le palais dont les couleurs dorées et blanches dominaient dans tous les recoins. Dès la première occasion, je me ruai à l'intérieur et Xatim me suivit. Cependant, il était curieux de découvrir les nombreux tableaux recouvrant les parois de ce monument. Alors, étant nerveux, je m'écriai: Plus vite! Je veux savoir si Harcourt va bien. Nous continuâmes de se déplacer à travers une petite partie du palais, jusqu'à trouver un escalier en spirale. Après l'avoir monté, nous étions enfin au premier étage du palais, mais j'étais de plus en plus stressé. En revanche, l'escalier, pas escalier tout seul, bon ça arrive, escalier nous avait mené, alors escalier, ça y est, tu nous as mené à notre chemin, bon ça arrive, allez, je me moque pas. Escalier nous avait mené dans un couloir qui était plutôt proche de ce qui semblait être la chambre d'Arcor, soit l'entrée était ouverte. Sa chambre se présentait devant nous et deux de la garde royale avaient comme objectif principal de protéger ce lieu. Au loin, plusieurs personnes étaient réunies autour d'un lit. Ces personnes étaient composées de la reine, du roi, du cousin d'Arcor et d'une autre femme qui était potentiellement la conjointe de Charles. Et ils étaient tous attristés en voyant le corps inanimé du prince dont les ailes de colombe avaient perdu toute leur splendeur d'antan. Alors je redoublais en vitesse, mais alors que j'étais sur le point d'atteindre la chambre d'Arcor, les gardes bloquèrent l'entrée et leurs armes. En conséquence, je tentais de prévenir le roi de ma présence. C'est moi, votre majesté! Cet appel fit immédiatement réagir quand il se tournait vers moi. Un sourire se forma sur son visage. Par la suite, il quitta le lit d'Arcor pour avancer vers les gardes et leur adresser: Libérez l'entrée, c'est un ordre. Et aussitôt, bien que légèrement hésitants, les fidèles gardes de Raven dégageaient leurs lances de mon chemin. Serra, la famille royale est ravie de t'avoir parmi nous. Eh bien, ce n'était pas le cas pour Balthazar. Malgré cela, la voix rassurante du roi de Périvalon m'avait manqué. Je suis si heureux que tu sois en vie. J'ai envoyé mes plus puissants guerriers à ta recherche, mais c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Vraiment, vous les avez envoyés me chercher? Oui, mon fils a sacrifié ses ailes pour te sauver la vie. Ce serait un crime de t'abandonner. Mais où étais-tu? J'étais emprisonné dans la colonie refoulée, mais Xataï m'a permis de m'en sortir vivant. La colonie refoulée? J'en étais sûr, mais ce lieu était inaccessible quand mes guerriers sont venus à ta recherche. Pourtant, la jeune Valériane les avait pourtant persuadés que tu étais là. Au passage, nous l'avons amenée à Périvalon. Elle est en sécurité maintenant. Mais qu'en est-il de son grand frère, Mélios? Il s'est enfui. Raven leva un sourcil perplexe. Enfui? Pourquoi aurait-il fait ça? Je ferai mieux de tout vous raconter plus tard. Oui, mais nous avons mieux à faire. Alors cet humain a rendu ta liberté? Quand il se sent concerné, Xataïm se présenta au roi. Votre majesté, vous ne me reconnaîtrez sûrement pas, mais je m'appelle Xataïm et je suis un descendant de la famille Is, Itsoumasif. Après s'être présenté, il s'inclina devant le roi de Périvalon et il parut minuscule à côté de ce dernier. Itsumati, Itsumasif, ce nom maternel m'interpelle. Mon père bien-aimé m'en avait parlé de son vivant. C'est alors qu'il réalisa que Xataïm était lié à cette histoire de trahison.
Bien sûr, vous êtes le jeune homme dont les odieux ancêtres ont trahi sa majesté Mystif. En effet, Xatéine devient nerveux et son stress le fit transpirer de peu. Je comprendrais que vous me rejetiez, mais mon rêve le plus cher serait de devenir un citoyen de Périvalone. Je me demande combien d'années à cette histoire de trahison. 400. Je me demande combien d'années à cette histoire de trahison. 400, 500 ans. Il est vrai que le roi Mystis avait banni votre famille des siècles auparavant, mais rien ne justifie le fait que je sois encore obligé d'appliquer cette règle. Vous voulez dire que je vous accepterai en tant que citoyen de Périvalone avec enthousiasme. Vous n'avez plus à vous cacher. Le jeune homme servi se releva immédiatement surpris. Oh, je n'y crois pas, Merci, merci, votre majesté. Comment puis-je vous remercier? Vous n'avez pas à le faire. Je suis toujours ravi à l'idée d'accueillir de nouveaux venus. Le mage était sur le point de chagriner de joie, renforçant encore plus sa gratitude, mais il fit de son mieux pour se retenir. Mais alors que j'étais de même heureux pour lui, mon regard s'arrêta sur Arcor, qui était encore au milieu d'un profond sommeil mortel. Soucieux, j'entrai dans la pièce sans hésitation et je pouvais découvrir sa chambre plus en détail. Une partie centrale du sol était recouverte d'un imposant tapis qui formait un œil bleu, comme sur le temple non loin des pics des anges. Sur ce tapis, il y avait une multitude de jouets et de petites figurines encore représentant des guerriers atorions et des animaux fabuleux. Ah ouais. Je prêtai ensuite attention sur le lit sur lequel était allongé accompagné les deux Atoriones étaient en pleurs, et leurs larmes étaient mises en évidence par leur maquillage qui coulait le long de leur visage. Le petit Balthazar, quant à lui, commençait à devenir légèrement énergique, puis secoua l'épaule de son grand cousin avec grand désespérément. Réveille-toi, cousin, allez, réveille-toi, Arthur! Pour ce qui était de ce dernier, une couette blanche assortie à la couleur de ses plumes le recouvrait jusqu'aux épaules. Il portait une chemise de nuit, et sur son torse était posée une amulette représentant encore une fois un œil. Celui-ci était présent dans ce royaume. Également, un lionceau en peluche était proche de lui. Mais malheureusement pour l'Atorian, il avait perdu près de la moitié du volume de ses plumes et quelques-unes d'entre elles étaient éparpillées sur son lit. Oh non, Hardcore! Oh putain, aïe aïe aïe. Putain, il reste 3 minutes. Il reste 3 minutes. Ça y est, là c'est le drame. Putain. Ah ouais, je m'attendais à tout sauf à ça. Je m'attendais à tout dans ce roman, sauf à voir Harcourt mourant dans son lit. La reine de Périvalone décrocha un traîtreux regard en ma personne, et au même instant, Raven s'avança vers nous, puis la tante d'Harcourt m'adressa, malgré son chagrin. C'est donc toi le plus grand ami du prince qui fait tant parler de lui. Légèrement lassé d'entendre cette question, je fis un simple hochement de tête, puis je lui demandai que représente cette amulette. Il s'agit de Olukami, une divinité. Ah oui, c'est vrai que c'est une belle amulette, hein. Que représente cette amulette? Il s'agit de Olukami, une divinité que les Atorians vénèrent depuis la création de Périvalone. Il est de même le père des Atorions. Euh, voilà. Il est de même le père des Atorions. De ce fait, nous avons décidé de déposer cet emblème sur son torse pour lui porter chance. J'espère que tout cœur qu'Olukami est avec nous. C'est donc Louis Olukami. Au même instant, cela m'avait rappelé que depuis que j'ai rencontré Hardcore, je le voyais souvent prier au palais, mais à ces moments, je ne m'y étais cependant jamais intéressé. Évidemment, je ne voulais le déranger au milieu de ses prières. Le petit cousin continua de secouer l'épaule d'Hardcore, mais rien ne semblait le faire réveiller. Alors un silence douloureux envahit sa chambre, un silence qui paraissait même terrifiant. La pièce était remplie de visages tristes, mais Xatéine, qui n'avait jamais rencontré la famille royale ou pas. La pièce était remplie de visages tristes, même Xatéine, qui n'avait jamais rencontré la famille royale auparavant. Voilà, non, ça ne peut pas se terminer aussi vite. Les battements de mon cœur accéléraient en cadence et mes souvenirs, dont Hardcore avait inclus, avaient l'air de défiler devant mes yeux. En particulier le jour marquant où nos chemins se sont croisés, notre aventure dans la grotte d'Atikia. Mais en dernier moment, le souvenir qui me revenait sans cesse était le plus affreux, celui dans lequel le prince s'était brûlé les ailes afin de me protéger de Mélios le dragon à 3 têtes. Peut-être que... Mais oui, je devais utiliser la larme de vœux pour le sauver. Malgré que j'étais inquiet,
J'entrepris de sortir ce pendentif accroché à mon cou, quand soudain, avant de pouvoir le montrer à la famille royale, Hardcore se mit à tousser, ce qui donna... Ouais, j'ai vraiment toussé hein, de mon côté, mais c'est pas fait exprès, hein, c'est pas une imitation, c'est... Hardcore se mit à toucher, ce qui donna un sursaut à Balthazar. Cousin, tu es vivant! Après avoir toussé, le prince ouvrit lentement les yeux, puis découvrit les visages de ses proches devenir ravis et le voir, et cela le fit sourire à son tour. Père, mère, tante Anne, Balthazar, Serra, ah, vous êtes tous là! Balthazar, fou de joie, sauta sur le lit de son grand cousin et il l'enlaça. Après ce câlin, c'était au tour de sa tante, de sa mère, puis de son père, qui, dans les bras d'Arcor, lui embrasse la joue. Mon fils, tu nous as tellement manqué. Par la suite, Arcor tenta de se redresser, ce qui lui provoqua malheureusement de la douleur. Alors, le roi lui conseilla de se rallonger. Cependant, je ne pouvais pas m'empêcher de... Ah, c'est un plus 33 à 3, donc non, c'est pas un 07, c'est pas un 06, donc j'appelle pas. Voilà. Malheureusement, douleur, alors le roi lui conseilla de se rallonger. Cependant, je ne pouvais pas m'empêcher de lui venir à lui et de le prendre dans mes bras comme l'avaient fait les autres. Il semblait si heureux de me voir. On t'a cru mort. Mort? Moi, mort? Non, je n'ai pas l'intention de me laisser faire par la grande faucheuse. C'est alors qu'il remarqua l'amulette présentant leur divinité. Il m'empoignait ses chaînes et il observa avec attention l'œil brillant. Je prie pour Okami depuis ma petite enfance. Il ne me laissera jamais mourir jeune. Et j'ai tellement de choses à te raconter, Hardcore, tu n'en croiras pas tes oreilles. Il ricana joyeusement, déjà prêt à t'écouter. Il ricana joyeusement, déjà prêt à écouter toutes mes aventures qu'il avait manquées. Puis il ajouta, j'ai hâte de revivre encore plein d'aventures à tes côtés, Serra. Voilà. Et là, c'était, il y a 5 heures, ouais. Donc, il y a eu peut-être quelques modifs, ouais. Alors, Ecoblast, c'est Ecoblast. Ok, donc là, c'est l'écrivain, hein, ou l'écrivaine, mais là, c'est l'écrivain. Donc, c'est Ecoblast. Bonjour et bonsoir à toutes. Donc, c'était il y a 4 jours. Bonjour ou bonsoir à tous. Merci infiniment, mon personne ayant lu. Ah, les personnes. Bon, je crois il a oublié un truc. Hein. Merci. Bah là, il a carrément oublié les. Hein. Merci infiniment personne ayant lu Dragon Quest jusqu'ici. Voilà, les personnes. Ouais, parce que là, personne, on dirait que il se salue tout seul en fait. C'est comme s'il avait sorti Dragon Quest, Dragon Force, pardon, juste pour lui. Excusez-moi de cette erreur. Ouais, je suis crevé, donc là. Je remercie en particulier SmashFan83 qui a su me soutenir du début à la fin. D'ailleurs, n'hésitez pas à lire son histoire intitulée Spirit Conquest. Alors, Spirit, il y a un S, hein. Voilà, à Spirit, c'est parce que c'est pas Spirit, c'est Spirits avec un S. Et Conquest, c'est bon. Voilà, Conquest, il n'y a rien à dire. Voilà, parce que là, c'est la conquête des esprits, en fait. C'est pas la conquête de l'esprit, mais c'est des esprits. Donc, c'est spirits avec un S, mais bon. Ça, au pire, il le corrigera. Voilà, tranquillement. Qui est fortement inspiré de la saga Super Smash Bros. C'est vrai, le premier arc est inspiré du mode One Player de Super Smash Bros. Sur Nintendo 64. Et l'arc 2 sera inspiré du mode aventure de Super Smash Bros. Melee. Hein. Et ça se passera comme le jeu sorti en 2001, en 2001. Donc ça veut dire que Damiano et ses amis seront un peu plus âgés. Donc pas des masses, mais ça se verra en tout cas pour Damiano, qui avait 12 ans dans le premier arc, et dans le deuxième arc, vu que c'est 2 ans plus tard, il aura 14 ans. C'est une première partie qui vient de clôture, donc je ferai sans aucun doute une grande pause afin de réfléchir à la seconde, mais avant tout, attendiez-vous à ce que j'écrive un chapitre bonus entre ces deux parties, qui repartira de la rencontre entre Serra et Emilio, j'en dirai pas plus. Voilà.
Voilà, on a hâte en tout cas. Voilà, c'est fini. Allez, sur ce, c'était la fin de la première partie de Dragon Force signée Ecoblast. Ça fait 1h33 que j'enregistre. Ouais, c'est bien dans les 1h30. Ça aura duré bien longtemps. Ça m'a pris une plombe, mais c'est pas grave. Ouh. Allez, sur ce, bon bah voilà, hein, Hardcore est toujours vivant, hein, Xateim est vraiment gentil, hein, même si bon, il a suivi par et il vient de se faire accepter du coup par la colonie refoulée. Non, il vient de se faire accepter par le royaume de Périvalon. Putain, comment je peux oublier des trucs aussi logiques? Ouais, mais bon, au moins, je me rappelle après. Voilà, donc sur ce, voilà, j'ai fait plaisir à Ecoblast. J'ai promis de lire le chapitre 9. Voilà, donc il y aura un chapitre bonus par la suite. Et ensuite, ce sera la deuxième partie. Mais bon, je pense que ça devrait attendre. En tout cas, c'était une belle première partie. J'ai bien aimé, franchement, Serra, Hardcore, tout ça. Le royaume de Périvalon, sympa. Donc, je me demande, est-ce que ce sera toujours concentré sur Serra? Normalement, oui, il me semble que ce sera toujours concentré sur Serra. Est-ce qu'il y aura d'autres personnages ou d'autres histoires qui seront concentrées sur d'autres personnages? On ne sait pas. Ça, ce sera seul Ecoblast le sait. Sur ce, c'était Smash Fan 83 sur la chaîne Smash Cool. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À plus!